Jean-Paul II n'a pas réussi à prononcer la bénédiction Urbi et Orbi, luttant contre la souffrance devant des milliers de fidèles émus. Il a mis toute son énergie à participer malgré tout à cette cérémonie la plus importante de la liturgie. Jacques Chirac au Japon évoque le référendum du 29 mai qui engagera la France pour les décennies à venir. Il s'impliquera dans la campagne. Au deuxième jour de sa visite officielle, le chef de l'État a abordé une autre priorité, le développement durable. C'est jeudi soir qu'arriveront sur les petits écrans les 14 chaînes gratuites de la TNT. Un tiers des Français en bénéficieront tout de suite. À 4 jours de cette révolution, les adaptateurs se vendent dans les magasins et par Internet. Jouer les Tarzans et redevenir petit en rêvant d'une cabane dans les arbres, c'est possible. Aujourd'hui, c'est un jeu d'adulte. On peut se faire construire un nid accroché aux branches. Il y a même des hôtels dans les cimes. Et puis le nouveau spectacle d'Alfredo Arias sur la scène du Palais de Chaillot. L'Argentin est le meneur de revue d'une comédie musicale flamboyante, excentrique, au titre prometteur Mambo Mystico. Madame, Monsieur, bonsoir. De ce dimanche de Pâques restera l'image de Jean-Paul II rassemblant ses dernières forces pour participer à la bénédiction Urbi et Orbi devant les caméras du monde entier, le visage marqué par la souffrance. Le pape n'a pourtant pas réussi à prononcer cette bénédiction à la ville et au monde. Il est resté muet devant des fidèles qui n'ont pas caché leur émotion. Cette cérémonie témoigne, s'il n'en était encore besoin, de la dégradation de l'état de santé du Saint-Père. Gérard Grisbeck, Claude Ganous. Le pape a béni la foule. Mais il n'a pas pu prononcer un seul mot. Ses lèvres ont bougé, mais l'on n'a entendu que son souffle. Moment d'impuissance pour un pape qui n'a plus parlé depuis plus de 15 jours. Et moment d'intense émotion pour des pèlerins venus l'encourager, l'aider à supporter ses souffrances. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers de fidèles ce matin sur la place Saint-Pierre pour participer à la messe pascale et bien sûr pour la bénédiction donnée par Jean-Paul II. J'en ai eu des spasmes tellement je suis heureuse de le voir. Le pape m'inspire tellement de tendresse, je suis tellement ému. Ça me désole de le voir comme ça. On l'a vu, mais il ne peut plus parler, il nous fait de la peine. Il nous fait de la peine, notre pape. Tout le monde a pu voir cette souffrance. Une souffrance qu'il ne dissimule plus. Jean-Paul II est resté presque un quart d'heure en communion avec des fidèles qui visiblement l'aident à poursuivre son chemin. Après ces fêtes de Pâques, on devrait pouvoir revoir le pape sur la place Saint-Pierre, le mercredi pour l'audience générale et le dimanche pour l'Angélus. Et lors de la messe pascale, l'archevêque de Monaco a appelé les fidèles à prier pour la santé du pape Jean-Paul II comme pour celle du prince régnier. Yasmina Farber, vous êtes en direct de Monaco. Les derniers bulletins sont légèrement moins alarmistes, mais à peine. Oui, Béatrice, il faut souligner 2 points dans ce bulletin médical. D'abord, les fonctions cardiaques, pulmonaires et rénales du prince sont dégradées, mais elles sont stabilisées. En clair, c'est grave, mais ce n'est pas pire qu'hier. Deuxième point, le prince est conscient, mais on lui donne des sédatifs pour supporter l'assistance respiratoire. En clair, là aussi, il est endormi, mais il n'est pas dans le coma. Et les médecins terminent par ces mots, le pronostic vital est toujours réservé. Alors, vous l'avez dit, il y a eu une messe ce matin à la cathédrale de Monaco. L'archevêque Monseigneur Barcy a invité les fidèles à prier pour le prince régnier et le pape Jean-Paul II, que Dieu les assiste dans cette épreuve, a-t-il dit. De son côté, la famille Grimaldi a prié elle aussi, mais dans l'intimité, à l'intérieur du palais princier, dans une petite chapelle. On a pu apercevoir la princesse Stéphanie, le mari de la princesse Caroline, ainsi que ses enfants. Cet après-midi, ils se sont retrouvés à nouveau au chevet de cet homme de 81 ans. Et voilà, ce sont les dernières nouvelles que nous ayons ici, en principauté de Monaco. Merci Yasmina Farber. C'est du Japon que Jacques Chirac a fait entendre la voix de la France au deuxième jour de son voyage officiel. Le président de la République s'est exprimé depuis l'étranger sur le référendum du 29 mai, affirmant qu'il s'agit d'un enjeu capital qui engagera le pays pour les décennies à venir. Jacques Chirac qui compte s'impliquer dans la campagne. Autre priorité du chef de l'État, le développement durable, thème du pavillon français à l'exposition universelle. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. Cela faisait bien longtemps que le président de la République n'avait pas eu l'occasion de prendre le train.
Ce matin, Thierry Breton, le ministre des Finances, à ses côtés, Jacques Chirac a eu le temps d'observer l'explosion du développement urbain à la japonaise. Mais à Nagoya, c'est au tour de la sagesse de la nature que 127 pays ont organisé une exposition entièrement consacrée à l'environnement. Dans le pavillon français, un film plonge le visiteur au cœur des catastrophes de la planète. L'illustration du cri d'alarme poussé par le président de la République à Johannesburg, la maison brûle. La pollution, l'eau qui manque, le climat bouleversé. Pour Jacques Chirac, le développement durable est une priorité absolue. Probablement l'un des problèmes les plus obsédants de notre siècle, qui est certainement le dernier à pouvoir soit réagir, soit se laisser aller avec toutes les conséquences que cela peut comporter. Contrairement à ses habitudes à l'étranger, Jacques Chirac ce soir se laisse rattraper par la politique française. Pour le chef de l'État, il y a urgence à défendre le oui pour le référendum du 29 mai. J'aurai l'occasion de dire aux Françaises et aux Français tout le sérieux avec lequel il faut réfléchir à cette question qui engagera très profondément pour les décennies à venir la France et les Français. Alors que de nombreuses voix s'élèvent à gauche comme à droite pour réclamer l'intervention du chef de l'État en faveur du oui, c'est de Tokyo que Jacques Chirac leur répond que son engagement dans la campagne est imminent. Au Liban, un attentat dans un quartier chrétien à Beyrouth hier soir. Cette explosion à la voiture piégée fait planer l'ombre des services de sécurité mis en place par la Syrie, que l'opposition appelle maintenant à démissionner. Dans cette période d'instabilité, c'est le 3e attentat en 8 jours, un attentat à la veille des fêtes de Pâques. Karine Comati. Les commerçants avaient à peine fermé leurs boutiques avant la veillée pascale. 21 h, une explosion retentit dans tout Beyrouth. 25 kilos d'explosifs dissimulés devant ces bâtiments. C'est un quartier chrétien qui est visé, mais parmi les 8 blessés, il y a des travailleurs asiatiques. À quelques pas des secours, cet homme pleure Beyrouth, sa ville, une fois de plus rattrapée par la violence. 3 attentats en une semaine, et chaque fois en secteur chrétien. Je ne suis pas seulement chrétienne, je suis libanaise. C'est mon pays et je n'accepte pas qu'il y ait des dégâts pareils. Ce matin, en se rendant à la messe de Pâques, le président pro-syrien Émile Laoud a appelé les Libanais à rester unis. Mais son pouvoir est fragilisé. Depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri il y a 1 mois et demi, l'opposition dénonce l'intimidation pratiquée par les services libanais et la Syrie. Ils sont tous affolés à l'idée que des élections législatives, constitutionnelles sont prévues pour mai. Et avant mai, ils essayent de faire sauter la baraque. Au même moment, Damas poursuit lentement le retrait de ses troupes du Liban. En France, journée de commémoration pour le 3e anniversaire de la tuerie de la mairie de Nanterre. Je vous rappelle que 8 élus ont été assassinés par un forcené en plein conseil municipal. La douleur est toujours très vive. Une 60aine de personnes, dont les familles des victimes, se sont recueillies. 1 minute de silence et une gerbe tricolore devant la plaque de marbre qui porte le nom de chacune des victimes. La sécurité sur les routes avec un premier bilan des feux de croisement allumés en plein jour, une mesure expérimentée depuis 5 mois aujourd'hui et qui sera prolongée jusqu'à l'automne. Pourtant, à en croire les sondages, 3 Français sur 5 ne sont pas convaincus. Rendez-vous en octobre prochain. Un reportage Diego Garcia avec Nicolas Lemarinier. Allumer ces feux de croisement en plein jour pour sauver des vies, l'idée paraît simple et lumineuse. Mais après 5 mois d'expérimentation sur les routes, les Français restent partagés. Du côté des pour... Si tout le monde se voit bien, il y aura moins d'accidents sur la route. Vous allumez vos feux de façon systématique, vous, en journée? Oui. Quel que soit le temps? Quel que soit le temps, oui. Si ça permet d'éviter des accidents, d'être mieux vu, d'être mieux visible, pourquoi pas. Mais honnêtement, je ne le fais pas systématiquement. Du côté des contres, les motards qui jusqu'à présent étaient les seuls à rouler phare allumé pour mieux se faire repérer par les automobilistes. Cette mesure d'allumage des feux qui ne fait que renforcer la position ultra dominante des automobiles sur la route, ça ne va pas dans le sens d'une meilleure sécurité effectivement pour les 2 roues en moteur. 3 Français sur 5 estiment que l'allumage en plein jour est inutile et pourtant cette mesure pourrait sauver 300 à 500 vies chaque année. Voilà pourquoi l'expérimentation qui devait s'achever aujourd'hui est prolongée jusqu'en octobre. Le gouvernement décidera alors si l'allumage des feux de croisement en plein jour deviendra obligatoire ou non.
Accident d'un petit avion de tourisme qui s'est écrasé hier à la gare de Fresnay dans le Var. Le pilote avait signalé un problème à la tour de contrôle. 3 personnes ont perdu la vie dans cet accident. Le lundi de Pentecôte perturbe les fêtes de Pâques quand on reparle du jour férié de solidarité qui vient donc jouer les troubles-fêtes en plein week-end pascal. Le département du Gard avait obtenu un jour de substitution, le lundi de Pâques, pour préserver la traditionnelle feria de Nîmes qui, elle, est organisée le lundi de Pentecôte. Léon Lamberton, Pascal Ponce. Triste week-end pascal pour les écoliers du Gard. Demain, ils feront partie des rares enfants en France à avoir classe. C'est leur journée de solidarité pour les personnes âgées. Colère des parents qui refusent de sacrifier le lundi de Pâques. Mes enfants n'iront pas à l'école et nous serons en famille, nous irons nous promener en famille comme d'habitude. J'estime, je suis désolée, qu'il y avait d'autres jours à prendre que le jour d'une fête religieuse. Pourquoi pas le 8 mai? C'est un petit peu dégueulasse parce que les autres ils travaillent pas et puis nous on est obligés de travailler alors que normalement c'était un jour férié. La colère est telle qu'une fédération de parents d'élèves appelle au boycott. Quant aux enseignants, ils sont tout aussi remontés et certains seront en grève. On a l'impression que ça ne sert à rien. C'était censé apporter de l'argent dans les caisses de l'État pour les personnes âgées. Mais des gens comme nous, on se demande ce qu'on rapporte déjà. Partout en France, la journée de solidarité est prévue le lundi de Pentecôte. Mais dans le Gard, c'était difficile, car ce week-end-là, à Nîmes, traditionnellement se déroule la feria. Le jour du lundi de Pentecôte, il sera très difficile et très dangereux de circuler sur les routes et de laisser des enfants dans certains endroits de la ville de Nîmes ou autour de la ville de Nîmes. Dans cette entreprise qui fournit les cantines scolaires, on ne digère pas ce lundi de Pâques travaillé. Et on s'attend à un énorme gaspillage, car à cause des appels à la grève et au boycott, une école sur 2 risque d'être fermée. Sur les 4000 repas qu'on aurait dû distribuer, on en a fabriqué 2500. Malgré tout avec la totalité du personnel, et puis lundi, on n'en distribuera probablement que 1500. En fait, dans le Gard, on s'attend demain à une journée de pagaille, car personne ne sait vraiment ce qui fonctionne ou non. À Nîmes, par exemple, les écoles seront ouvertes, mais les crèches, elles, resteront fermées. Dans la région minière de Meurthe-et-Moselle, de nombreuses maisons risquent de s'effondrer. Plus de 200 habitants de la commune de Moutier sont concernés. Ils viennent d'apprendre que leur habitation risque à tout moment de s'affaisser. Christine Beauce et Virgilie Adot. Madame le maire n'en finit pas de rassurer ses concitoyens. Le plus urgent, c'est bien sûr les personnes, mais ensuite les meubles seront déménagés aussi. Tout ça sera sorti de votre maison. 90 habitations de la commune de Moutier sont classées en zone de risque d'effondrement brutal. D'ici 2 ans, 220 habitants devront abandonner leur maison, à moins que le sous-sol ne bouge avant. Ils seront alors évacués. L'inquiétude est dans toutes les têtes. Où on va aller Vous habitez ici depuis combien de temps? Moi, ça fait 42 ans que j'habite ici, mais mon mari, il est né ici à Moutier. Ni faille, ni fissure sur les maisons et pourtant le risque est là. Le scénario catastrophe de 1997 peut se reproduire à tout instant. À l'époque, 35 maisons se sont affaissées brutalement. Car ici, le sous-sol creusé de galeries ressemble à un gruyère. Pendant un siècle, on y a extrait du minerai de fer à outrance. Les responsabilités, elles sont du côté de leur mine, de l'exploitant minier qui a exploité à outrance ces galeries. On est à un taux de défruitement au-delà de 60%, ce qui est bien loin des limites de sécurité. Ça veut dire que les mines ont été trop exploitées? Tout à fait, pour le profit. Et la colère est encore un peu plus grande du côté de ce lotissement récent également menacé d'effondrement. La famille Raspa a fait bâtir sa maison en 1997. À l'époque, personne n'avait évoqué un risque d'affaissement minier. On m'a roulé dans la farine, c'est le sentiment que j'ai eu, quoi. Et puis bon, maintenant, on doit faire avec, on n'a pas d'autre choix. On est, je dirais qu'on est assis sur une bombe, on attend. On attend... Détonateur. Voilà, ça peut tomber demain, sans savoir. 3 capteurs microsismiques vont être installés à 40 mètres de profondeur pour mesurer les craquements éventuels. Ces capteurs permettront effectivement, au besoin, si des signaux précurseurs sont détectés, de procéder à la mise à l'abri des populations, donc dans un délai de l'ordre de 48 heures. Évacués en urgence ou expropriés dans 2 ans, les enfants et petits-enfants de mineurs continuent à vivre sous la menace de la mine.
L'actualité à l'étranger avec en Irak ce programme de télévision financé par les Américains, une parodie de procès, un exutoire ou une incitation à faire justice soi-même, une émission qui confronte des activistes de la guérilla, ou supposait-elle, à leurs victimes. Tous les dérapages sont possibles. Jacques Cardoz. Voici l'émission préférée des Irakiens. Depuis un mois, des millions de personnes suivent ce programme qui promet de diffuser les aveux de présumés terroristes. Visage apeuré, ils se succèdent à l'écran d'Irakia TV pour avouer leurs crimes supposés. C'est moi qui ai commis ces attentats et je touchais une centaine de dollars pour chaque opération. Entre les témoignages, la chaîne diffuse les crimes en question, souvent des exécutions. Un véritable appel à la haine. Car le programme n'apporte bien sûr aucune preuve d'éventuelle culpabilité. Pire, les aveux sont peut-être obtenus sous la contrainte, même si le directeur de cette chaîne s'en défend. Ce sont les Irakiens eux-mêmes qui nous ont demandé de montrer ces criminels. En fait, la police nous fournit ces images, elle nous envoie la cassette des interrogatoires. C'est pourquoi vous ne voyez pas de logo derrière. Ni logo, ni policier, ni même témoin ou avocat, tout est dans la mise en scène spectaculaire, pas dans le respect des droits. On ne saura pas comment les aveux ont été obtenus. Mais l'émission va plus loin. Elle met en scène aussi des confrontations entre victimes et présumés terroristes. Toi là, tu es un bâtard. Tu as brisé mon cœur, brisé mon cœur. Une parodie de justice sur cette chaîne financée par les Américains, un succès d'audience dénoncé par les juristes. D'un point de vue légal, ces gens restent des suspects, pas des condamnés. Ce n'est qu'après un procès équitable devant un tribunal civil que l'on devrait voir ces images, et encore avec leur accord. C'est lui là, cet homme-là, c'est lui qui a tué mon fils, je le reconnais. Vengez-moi, vengez-moi, et faites-en ce que vous voulez. Peu importe ce qu'il adviendra désormais de cet homme, pour les Irakiens, cette émission est avant tout un moyen de se faire justice soi-même. L'escalade sans fin de la violence en Irak et l'armée américaine a désormais du mal à trouver de nouvelles recrues, au point d'improviser des stands dans tous les recoins du pays. Au Texas, la grande fête du rodéo devient une plateforme pour l'enrôlement des GIs. Alain Chalvran. Au Texas, les cow-boys ont leur messe, qui se termine immanquablement par un God bless America, Dieu bénisse l'Amérique, qui provoque sur les joues de ces hommes et femmes une réaction quasi chimique. God bless America. Dieu et la patrie, ça fait fondre son cow-boy, même le plus endurci. Et personne ne va trouver incongru ce mémorial des morts d'Irak au milieu des vaches dans ce concours bovin de Houston. Personne ne trouvera incongru non plus ce point de recrutement de l'armée à l'entrée du grand rodéo annuel de la ville. On attire le chaland avec ce dragster sponsorisé par le Pentagone, avec ce stand de tir et surtout avec une superbe vedette locale, Joe Beaver, plusieurs fois champion du monde de l'assaut. Vous touchez beaucoup de monde de cette façon et les gens sont à l'aise, s'amusent et n'ont pas peur de vous poser des questions. Avec la guerre en Irak, le Pentagone a du mal à tenir ses objectifs de recrutement. Moins 6% pour l'armée de terre, moins 25% pour la garde nationale, et ce malgré la force de conviction des agents recruteurs. Je vends un produit, je vends du succès et une carrière. Et beaucoup de jeunes hommes ou femmes viennent chercher des informations. Mais il n'y a aucune pression. On ne les force pas à signer, c'est une armée de volontaires. Apparemment, ici à Houston, c'est plutôt un succès. Je veux aider les États-Unis à faire ce qui doit être fait. On a passé une nuit sur le porte-avions Lexington et c'était vraiment très sympa. Donc pour moi, ça serait plutôt la marine ou l'aviation. Reste à savoir si ce genre d'opération de séduction de l'armée réussit à convaincre des jeunes hésitants ou seulement des candidats convaincus d'avance. Et rappelons que nous sommes toujours sans nouvelles de la journaliste de Libération, Florence Aubenas, et de son guide Hussein Hanoun, qui ont disparu en Irak depuis 80 jours maintenant. C'est un véritable événement dans le monde de la communication. En France, à partir de jeudi prochain, le 31 mars, 14 chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre vont apparaître sur nos petits écrans. Une révolution. Cette TNT qui va démarrer modestement pour monter ensuite en puissance ne seront concernés d'abord qu'un tiers des Français. Pour les autres, il faudra un peu de patience et d'ores et déjà, les téléspectateurs s'équipent des décodeurs nécessaires. Isabelle Quintard, Daniel Lévy.
Vous savez, le Français ne se décide pas comme ça à la minute. Il réfléchit et après il achète. Et monsieur fait comme tout le monde, il patiente jusqu'au 31 mars, date de lancement des 8 chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre. Mais certains petits malins ont décidé qu'il était urgent de ne pas attendre et d'acheter maintenant le fameux adaptateur qui permettra de décoder l'image numérique. Ça y est, c'est parti. Là déjà on en vend quand même depuis 2 semaines, c'est déjà bien parti. Donc on en vend quand même pas mal par jour. On en vend une dizaine par jour à peu près. Simone Jovicic et sa fille font partie de ceux-là. Elles viennent d'acheter 2 adaptateurs pour leurs télés respectives à 99 € la pièce. La gamme des prix va, elle, de 80 € à 500 €. On est décidé parce qu'on veut en profiter des premiers jours. Voilà, c'est pour ça. Retour à la maison. À 76 ans, Simone Jovicic va s'attaquer à l'animal TNT. Premier round, l'installation. La prise péritelle est coriace. J'ose pas aller trop dur, j'aime pas. Ça rentre pas plus. Vous en sortez? Je les ai à moitié branchés, je ne sais pas comment ça marche et maintenant qu'est-ce que je fais? Deuxième round, décrypter le mode d'emploi. Ensuite, important, avant de raccorder ce produit, veuillez vous renseigner sur la disponibilité de la télévision numérique dans votre région. Bon, j'espère qu'à Paris, on est bien placé. Justement, la région parisienne fait partie des rares régions qui vont recevoir la TNT dès jeudi. Pour Simone Jovicic, c'est enfin la délivrance. Le miracle de la technologie se produit, les chaînes apparaissent. 10 TMC, à 6 TMC, ça marche. 5 chaînes sur les 8 nouvelles émettent déjà. Simone Jovicic peut dormir tranquille. La technologie veille sur ses futures soirées. Qu'est-ce que c'est moi? Ça fait rien du tout. Médecine pour lutter contre une maladie orpheline qui à terme paralyse ceux qui en sont atteints. Zinedine Zidane s'est engagé aux côtés de l'association LA depuis 5 ans maintenant. Aujourd'hui, match d'exhibition à Rennes au profit de la recherche contre les leucodystrophies. Reportage Jacques Deveau, Michel Hiver. Le public n'attendait que cela. But de Zidane, le stade est aux anges. Un match pour le plaisir qui mêle sportifs, artistes, industriels, où Florent Pagny, brillant numéro 13, fait équipe avec Antoine Riboud, le patron de Danone. Pour les enfants malades, c'est un jour de fête, mais on n'oublie pas l'essentiel. Il y a beaucoup de leucodystrophie, il y en a plein, et moi j'ai pas de doute de mourir, mais il y a plein de gens qui meurent chaque jour, et ça, je trouve ça très triste. C'est pour ça qu'il faut de l'argent, qu'il faut se mobiliser. Depuis 2000, Zinedine Zidane est le parrain de ELA, l'association pour les leucodystrophies, des maladies génétiques orphelines qui détruisent la gaine des nerfs. L'implication de Zidane a fait découvrir au grand public l'existence de ces maladies. Si dans l'avenir, on n'a plus justement besoin de personnes comme nous, on aura gagné, quoi. Parce que ça voudra dire que cette maladie, que toutes les maladies n'existeront plus, et ça serait bien un jour. Car la médiatisation permet de collecter des fonds, comme lors de cette journée rennaise. Depuis sa création en 1992, ELA a financé plus de 150 programmes de recherche. Aujourd'hui, on évoque même des pistes thérapeutiques. Mais le combat contre la maladie est loin d'être gagné. Liée à l'âge, cette maladie de la rétine à présent, qui est la première cause de baisse sévère de l'acuité visuelle. 1 200 000 personnes en sont atteintes. Il s'agit d'un processus souvent héréditaire. Plus on s'y prend tôt et meilleures sont les chances de freiner l'évolution de la DMLA. Sophie Rodier, Thierry Breton. Alors j'arrive de moins en moins à me lire, mais ça y est. Sans sa loupe et ses lunettes noires qui atténuent la luminosité, Antoinette Avril est perdue. À 77 ans, elle souffre de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Difficulté à percevoir les formes et les couleurs, torsion des lignes droites, cette maladie de la rétine la gêne au quotidien. Décongélation, je sais que c'est par là, mais il me faut la loupe pour bien, voilà. Hein, je pense que j'y suis. C'est les détails, c'est la précision qu'on n'a plus dans la vue avec cette maladie. Et avec la lumière, j'y vois encore moins. Là, avec la lumière, je vous vois encore moins. Là, ça me protège et je vois flou, mais je vois. Cette maladie détériore la macula, le centre de la rétine. Une zone essentielle car elle transmet 90% de l'information visuelle. Résultat, au milieu du champ de vision se forme une tache sombre. Sur les côtés, la vue est préservée mais devient floue. Pour ralentir la maladie, il existe un traitement.
on injecte dans le bras un produit photosensibilisant. Posez bien votre menton, appuyez bien le front en avant. Et c'est l'action localisée du rayon laser qui active le produit. Ça va boucher les vaisseaux anormaux et ça va ralentir l'évolution de sa maladie. Ce qui fait que sa maladie va se développer moins que si elle n'avait pas été traitée. Mais ça ne va pas la guérir. La DMLA ne conduit jamais à la non-voyance. Dans la plupart des cas, le traitement permet de stabiliser la maladie, voire plus rarement d'améliorer la vision. Les fêtes de Pâques sont l'occasion pour de nouveaux chrétiens d'entrer dans la communauté avec ces baptêmes qui se sont déroulés aujourd'hui à Vichy, dans l'Allier, des adultes qui ont donc choisi de devenir catholiques un jour béni. Et ceci nous amène à suivre la vie au quotidien d'un curé de campagne installé dans son époque. Face à la désertification rurale, des chanoines se sont installés pour prendre en charge le travail des prêtres, un sacerdoce avec une bonne dose de stress. Fanny Auvergne, Patrice Hacher. La matinée commence par les laudes, seul moment de calme et de prière de la journée pour ces 8 religieux. Le père Olivier Marie est chanoine et vit en communauté. Rien ne le destinait à devenir un curé de campagne débordé. Heureusement qu'on a ces moments-là. Je vais aller chercher du lait. Ils sont 8, ils se partagent 46 clochers. Leur communauté s'est installée au cœur de la Charente, à Montbron, il y a 20 ans, pour pallier le manque de prêtres et éviter la fermeture des églises. Il y a énormément de gens à voir, de malheur, de souffrance, de détresse, de pauvreté, vraiment incroyable. Ah, ouf, Monique. Oui, c'est Olivier Marie. Dites-moi, on va évidemment être en retard. 9 heures, préparation à la communion. Tous les gens qui ont fait des choses terribles, il n'y aura plus grand monde sur la planète, vous voyez. 10 heures, cours de catéchisme. Ensuite, direction la cathédrale. Sur le chemin, un mot gentil pour celle qui l'aborde. 11 heures, confession des enfants d'un village voisin avant Pâques. Bref, 1001 activités à 1001 endroits différents. Résultat, 50 000 km par an au compteur. Un sacerdoce stressant. Nous ne sommes plus dans un monde où, au fond, il y a le pater familias à la maison, le curé, l'instituteur, le maire, qui sont des espèces de toute puissance au niveau d'une commune. Non, ça ne marche plus du tout comme ça. Je suis un serviteur du Christ et j'essaie de remplir ma mission d'évangélisation et d'apporter l'espérance aux gens dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Et de nos jours, les laïcs remplacent souvent les prêtres pour assumer le catéchisme ou les enterrements. Seuls 110 prêtres sont ordonnés par an, insuffisant. Il faudrait peut-être faire miroiter un statut sacerdotal attrayant. Comme ça, les gens viendraient mieux. Mais le style venez, venez, comment c'était déjà engagez-vous, engagez-vous, vous verrez du pays. Non, quand on devient prêtre, on donne sa vie. Un curé de campagne comblé avec peut-être un seul regret. Les questions matérielles m'ont coûté pour une raison très particulière, c'est que j'ai abandonné la moto. J'ai toujours adoré ça. La moto, c'est ma passion. Et c'est vrai que quand on rentre dans un monastère, on n'y rentre pas avec une 1100 Yamaha. Plus de moto, mais toujours à 100 à l'heure, avec une consolation, des fidèles toujours plus nombreux. Cela suffit pour avoir la flamme. Quel enfant n'a pas rêvé d'habiter dans une cabane perchée au milieu des arbres? Aujourd'hui, ce concept devient un jeu d'adulte. On peut se faire construire une maison accrochée dans les branches, la tête dans les feuilles, ou elle est à l'hôtel, nichée dans les cimes. Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Melin. Après avoir longtemps œuvré dans la publicité, Alain a tout envoyé promener. Désormais, il construit des cabanes perchées. Un truc qui, si j'ose dire, l'a toujours branché. Là, c'est l'une des premières que vous avez faites. C'est la première après la mienne. C'est-à-dire que c'est notre premier vrai client. Ce premier client, un photographe qui a cassé la baraque avec des clichés de la Terre vue du ciel. J'adore ma cabane. Vous savez, la cabane dans les arbres, c'est un rêve d'enfant qui a grandi. J'y vais pour quelquefois écrire, tu sais, quand j'ai un papier, on me demande quelque chose. Et en fin de compte, je m'endors très vite là-bas. Ce qui montre quand je dois être bien. J'y vais pour travailler, mais mes enfants disent que je vais faire la sieste. Tout cela a été réalisé à plus de 14 mètres du sol. C'est extrêmement difficile à construire parce qu'on ne plante pas un clou dans les arbres.
depuis le début. On n'a jamais planté un clou dans un arbre et on n'a jamais coupé une grosse branche. Donc on est obligé, l'arbre nous accueille et on est obligé de s'installer dans l'arbre avec modestie, j'allais dire. Donc là, vous avez construit combien là? Alors là, on a construit, je crois qu'on va faire la 61e la semaine prochaine. En combien de temps? En 4 ans et demi. Auteur d'un bouquin sur les cabanes, Sonia Faure nous révèle que le fantasme de la hutte est devenu très tendance. Un retour des cabanes, peut-être parce que on recherche de plus en plus en fait un endroit qui paraît complètement opposé à ce qu'on vit. Et puis évidemment, il y a toute l'envie de retourner à l'enfance aussi, puisque la cabane renvoie automatiquement les adultes à leur enfance. Les plus forts dans ce genre de construction, évidemment les Américains, ça doit être leur côté trappeur. Dans le Maine ou même sur la côte ouest en Californie ou dans l'Oregon, il y a des cabanes qui poussent dans les arbres ou effectivement au pied des arbres et ça devient presque, c'est des deuxièmes maisons presque, parce que c'est carrément quasiment parfois des F3 dans les branches de grands arbres. Ici, nous ne sommes plus aux États-Unis, mais en Bretagne, au domaine des Ormes, un vaste complexe touristique où Arnaud de la Chênaie a eu la bonne idée d'installer 5 cabanes. Ça marche, commercialement parlant? Oui, c'est de plus en plus complet. Il n'y a plus de week-end libre avant octobre prochain. Coquettes, ces cahutes branchées sont toutefois assez rustiques. Vous avez un peu d'eau, il y a un petit chauffage d'appoint parce qu'on peut même y venir l'hiver. Hiver comme été, la vue sur le château reste imprenable. Et il y a des trucs plus sportifs, j'ai vu aussi dans le parc. Oui, vous avez des cabanes à nicher à 13 mètres de haut qui sont accessibles par parcours aventure. Si la descente semble vertigineuse, il paraît que l'installation l'est tout autant. C'est un travail acrobatique, donc on travaille sur corde, il n'y a pas du tout d'échafaudage autour de l'arbre. On part d'un tas de bois brut et on réalise la cabane, c'est-à-dire qu'on taille tout sur place. Sur place, justement, ces petits nids d'amour semblent inspirer les clients. Le bois qui craque sous le fort coup de vent, la cabane qui bouge en rythme, la soirée et la nuit s'annonçaient plutôt fraîches, il n'en fut rien. Ah oui, d'accord. Comme quoi, et même s'il faut hisser soi-même son petit déjeuner, aller en cabane n'est pas forcément signe de gros ennuis. On passe au sport. Adieux émouvant cet après-midi à Paris-Bercy après la victoire de la France contre l'Allemagne lors du tournoi de Paris. Pour Jackson Richardson, l'ancien capitaine de l'équipe de France de handball, l'ex-Barjot qui prend sa retraite internationale, avait remporté avec l'équipe de France les championnats du monde en 2001. Ému, Jackson Richardson s'est jeté dans les bras de sa mère, venu spécialement de la Réunion, la voix cassée par les larmes lors de cette cérémonie. Il vient de signer pour 2 ans à Chambéry. En volley, une bonne nouvelle. Tours vient de remporter la Ligue des Champions après sa victoire contre l'équipe grecque de Salonique. 3-7-1. Tours devient ainsi le 2e club français à remporter la Ligue des Champions. Créé en 1988, le club tourangeau avait gagné la Coupe de France en 2003 et le championnat de France l'année dernière. Et puis du football avec une nouvelle déception pour l'équipe de France. Un match nul 0-0 face à la Suisse. Beaucoup d'occasions manquées, mais la qualification pour la Coupe du Monde est encore possible. Florent Gautreau, André Germain. Temps pluvieux et ciel couvert sur les Bleus. Domenech n'a pas fini de souffrir devant l'incapacité des Bleus à trouver le chemin des filets. Comme contre Israël, comme contre l'air, les Français n'ont pas marqué. Vieira maladroit, Trezeguet pas inspiré, les petits Suisses ont collé une indigestion à la nouvelle génération. On est forcément très frustrés, quoi. Mais on est chanceux, les autres équipes traînent un peu et ça nous permet encore d'espérer. Un espoir entretenu aussi par un Barthez des grands soirs. 3 arrêts décisifs en première période, pas mal pour un pré-retraité menacé de suspension. Les Bleus auraient donc pu perdre, mais ils auraient dû gagner en deuxième mi-temps. Ils ont continué d'enfiler les occasions comme les perles. Wiltor et surtout Trezeguet, incroyablement seul à 8 mètres des buts suisses. Incroyablement maladroit aussi. C'est décevant quand on a autant d'occasions de but de ne pas réussir à en mettre au moins une au fond, mais on avance, on sait, on n'a toujours rien hypothéqué. Encore un match nul, peut-être un peu moins nul que d'autres matchs nuls, mais il va falloir élever le niveau pour s'en sortir, et ce dès mercredi en Israël.
Nous vous le disions hier, Maud Fontenoy est arrivée aux îles Marquises après avoir traversé la moitié du Pacifique à la rame. Comme le veut la tradition, elle a reçu un accueil très folklorique, l'hommage des îles Marquises à la navigatrice française. Et puis en Grande-Bretagne, comme tous les ans depuis 1829, le traditionnel duel en aviron entre les deux prestigieuses universités d'Oxford et de Cambridge. C'est l'équipe d'Oxford qui s'est imposée pour la 3e fois en 4 ans face à Cambridge. Cinéma, 11 ans après le génocide au Rwanda, 1 million de morts en 100 jours, sorti sur les écrans de ce film anglais qui raconte l'histoire vraie d'un gérant d'hôtel Hutu qui a réussi à sauver des massacres près de 1300 Tutsis. Un film qui souligne aussi la façon dont la communauté internationale a détourné son regard de cette tragédie annoncée, alors qu'aujourd'hui, devant le tribunal pénal international, 3 anciens ministres rwandais sont accusés d'avoir participé à ce génocide. Pascal Deschamps, Bernie Merriot. 10 ans après, la fiction s'empare du génocide rwandais pour nous le faire revivre à travers les yeux de Paul Rusesabagina. Gérant d'un hôtel de luxe, Hutu, il va sauver près de 1300 Tutsis en les hébergeant et en négociant sans relâche, jour après jour, chacune de leurs vies. Je vous jure, capitaine, je vous donnerai 100 000 francs. Vous venez là-bas avec moi. Et vous les gardez en otage. Je vous en supplie, capitaine, s'il vous plaît. Paul, le vrai, le voici dans une rue de Paris. Là, comme partout où le film sort, il vient, il raconte. Un héros, lui, à London. J'ai accueilli mes guests, mes visiteurs. Ils sont venus à l'hôtel, ils ont été entretenus. C'était mon travail de tous les jours. Le fait de négocier avec le bourreau, peut-être, c'était un peu plus compliqué puisque c'était une nouvelle expérience. Mais un directeur négocie du matin au soir. Tandis que les massacres font rage, l'ONU décide de faire évacuer les ressortissants étrangers. Merci infiniment, messieurs. Merci. Pas de Rwandais. Quoi? Que les étrangers. Je suis désolé, mon père, ce sont les ordres. Mais on ne peut pas laisser ces enfants dans ce pays. Paul Rusesabagina est ainsi amené à prendre en charge de nouveaux clients, comme il dit. Au même moment, les casques bleus quittent le pays, abandonnant les Tutsis à leurs bourreaux. Paul s'en souvient encore, comme d'une brûlure, jamais cicatrisée. Nous avons vu la communauté internationale se retirer complètement. Fermer les yeux, boucher les oreilles, tourner le dos et courir. On a failli s'effondrer. Les médias nous ont aussi délaissés. On a été abandonnés par tout le monde. Et quand le moment est venu pour les Nations Unies de se retirer, ils n'ont plus regardé derrière. Et derrière eux, les victimes qui leur disaient, s'il vous plaît, qui mendiaient, s'il vous plaît, prenez-nous avec vous. Car si vous ne le faites pas, ces gens-là vont nous massacrer. C'est évident qu'ils vont intervenir. Quand ils verront tant d'atrocités. Non, moi je crois qu'ils vont regarder ces images et qu'ils diront « Oh mon Dieu, c'est horrible ». Mais qu'après, ils retourneront dîner. Il a suffi d'un homme pour sauver 1300 vies. Mais tout autant que le geste extraordinaire d'un homme ordinaire, le film raconte le paradoxe d'un monde surinformé qui secourt les victimes du tsunami, mais laisse un génocide s'accomplir en Afrique. Le nouveau spectacle de l'Argentin Alfredo Arias en meneur de revue sur la scène du Théâtre National de Chaillot. Sa dernière création, Mambo Mystico, est une comédie musicale flamboyante, créée d'abord à Nantes. Elle est présentée maintenant à Paris. Sophie Jouve, Didier Dahan, Rémi Poissonnier. Broadway revisité par Buenos Aires, ça donne ça. Une petite vendeuse innocente et naïve, Rosita. Ajouter une patronne diabolique qui la pousse au vice, donc dans le lit de son mari. Pimenté avec des rythmes afro-brésiliens, vous obtenez Mambo Mystico, un mélo qui dynamite les codes de la comédie musicale. Je ne sais pas faire de comédie musicale à l'américaine. Pour moi, ça fait partie d'une culture que je n'arrive pas très bien à comprendre, où il me semble que la différence qu'il y a entre la naïveté américaine et la naïveté européenne ou latino-américaine est totalement différente. Car ce maître de l'excès qu'est Arias préfère puiser dans ses souvenirs d'enfance en Argentine. Fasciné par le destin d'Evita Perón, sainte canonisée, le petit Alfredo ne faisait alors aucune distinction entre drame social et théâtre.
dans la période péroniste, c'est la période de mon enfance, et abondait le mélodrame, et même on pourrait dire que le gouvernement de Perón a été un immense et fabuleux mélodrame. Dans cette société confite dans la religion, les prostituées sont à la fois saintes et pécheresses. Scène biblique détournée, culotte chauffante pour atteindre l'extase, Arias met en scène tous ces éléments de la culture sud-américaine. À condition de renoncer à toute rationalité, on se laisse emporter par ce mélodrame, nostalgique et excessif, comme un tango. Et avant de finir ce journal, un détour par l'Italie. Il s'agit de l'une des plus anciennes traditions florentines. À chaque fête de Pâques, depuis plus de 1000 ans, cette procession de croisés qui reviennent de Jérusalem, feu d'artifice près de la capitale, de la cathédrale. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Rioué. 20h55, le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts, Cameron Diaz et Rupert Everett. 0h40, le dernier journal, Ève Mettet. 13h demain, Carole Gessler. 20h, David Pujadas. Demain soir, Un œil sur la planète, présenté par Thierry Tuillier, qui sera consacré au Brésil. Excellente fin de soirée sur France 2.